Émilie fixait la lettre dans ses mains tremblantes. Les mots imprimés en noir sur blanc comme un coup de poignard. Votre présence à la fête annuelle de l'entreprise est refusée en raison de votre orientation sexuelle incompatible avec nos valeurs familiales. Elle la froissa et la jeta au sol, les larmes coulant sur ses joues. Tandis que Claire, sa compagne, entrait dans la pièce et la prenait dans ses bras, ignorant encore que ce refus marquerait le début de leur descente aux enfers. Mais ce n'était que le commencement. Des années plus tard, Émilie reviendrait dans cette même entreprise. Non plus comme employée prometteuse, mais comme femme de ménage, prête à révéler des secrets qui ébranleraient tout le monde. Émilie avait toujours été ambitieuse. À 28 ans, elle travaillait chez Moreau et Associés, une firme de consulting prestigieuse à Paris, où elle gérait des projets complexes avec une efficacité qui faisait l'envie de ses collègues. Originaire d'une petite ville de province, elle avait fui les jugements étroits de sa famille conservatrice pour embrasser la vie cosmopolite de la capitale. Claire, qu'elle avait rencontrée lors d'un séminaire professionnel 2 ans plus tôt, était son ancre. À 32 ans, Claire était avocate spécialisée en droits humains, avec une passion pour défendre les minorités. Leur relation avait commencé par des regards complices, des discussions tardives sur la justice sociale, et s'était épanouie en un amour profond, discret mais authentique. Pourtant, ce soir-là, en décembre 2018, tout bascula. La fête d'entreprise était un événement majeur, où les promotions étaient annoncées. Les réseaux se tissaient. Émilie avait osé inviter Claire comme sa partenaire, pensant que dans une ville comme Paris, l'ouverture d'esprit prévalait. Mais le directeur, Monsieur Lefebvre, un homme d'une 60aine d'années aux idées rigides, avait intercepté la rumeur. Nous sommes une entreprise familiale, avait-il dit lors d'une réunion informelle. Et nous devons préserver une image irréprochable. La lettre arriva le lendemain. Anonyme mais officielle. Signée par les ressources humaines. Émilie confronta son supérieur direct. Antoine. Un collègue qu'elle considérait comme un allié. C'est discriminatoire. Comment peuvent-ils faire ça? Antoine baissa les yeux. Mal à l'aise. Émilie. Tu sais comment c'est. Lefebvre est vieux jeu. Et il y a des clients conservateurs. Ça passera. Reste discrète. Mais pour Émilie, c'était inacceptable. Elle décida de porter plainte en interne, déclenchant une enquête qui révéla des emails internes moqueurs sur les déviances modernes. Claire l'encouragea, batte-toi. Mon amour. C'est pour nous. Pour toutes les autres. Pourtant, la bataille intérieure d'Émilie commençait. Devait-elle risquer sa carrière pour son identité? Les semaines suivantes furent un tourbillon de tensions. À la maison, Claire et Émilie passaient des nuits à débattre. Si je me tais, je me trahis moi-même, disait Émilie. Claire hochait la tête. Mais son regard trahissait l'inquiétude, elle avait vu trop de cas similaires où la justice tardait. Et les victimes payaient cher. Au travail, les collègues se divisaient. Certains la soutenaient en privé. Comme Sophie. Une assistante qui murmurait, c'est injuste. Mais fais attention. Ils peuvent te virer. D'autres. Comme Paul. Un manager ambitieux. Laissait entendre que sa distraction personnelle nuisait à l'équipe. Puis vint la confrontation avec Lefebvre. Dans son bureau aux vitres donnant sur la tour Eiffel, il la reçut avec un sourire paternaliste. Émilie.
Vous êtes talentueuse, mais l'entreprise a des traditions. Votre choix de vie n'est pas compatible avec notre image. Elle riposta, mon choix. C'est qui je suis. Et c'est illégal. Il haussa les épaules. Prouvez-le. Mais sachez que les promotions attendent ceux qui s'intègrent. Ce soir-là, Émilie rentra chez elle. Brisée. Claire la serra fort, on va gagner ça ensemble. Mais déjà, les fissures apparaissaient, Émilie se demandait si son amour valait la perte de tout ce qu'elle avait construit. Les pressions familiales s'ajoutèrent. Sa mère, veuve pieuse vivant à Lyon, appela après avoir entendu des rumeurs via une cousine employée dans une firme voisine. Émilie. Qu'est-ce que j'entends? Tu vis avec une femme? Pense à ton père. Il se retournerait dans sa tombe. Émilie défendit son choix. Mais les mots de sa mère résonnaient, tu vas tout perdre pour ça? La société n'est pas prête. Claire, de son côté, affrontait ses propres démons, sa famille libérale la soutenait. Mais elle craignait pour la carrière d'Émilie. Et par extension, pour leur avenir commun. Un mois plus tard, l'enquête interne conclut à une malentendue. Mais Émilie fut mutée à un poste moins visible. Sans augmentation. C'était une punition déguisée. Elle décida alors de porter l'affaire devant les tribunaux. Avec Claire comme avocate. C'est risqué, avertit Claire. Mais nécessaire. Les médias s'emparèrent de l'histoire. Titrant discrimination chez Moreau et associés. Les réseaux sociaux bouillonnaient, soutien des associations LGBT. Mais aussi en anonyme. Émilie recevait des messages menaçants. Et Claire dut renforcer la sécurité de leur appartement. Au milieu de ce chaos, une trahison surgit. Antoine, son supposé allié, témoigna contre elle lors d'une audition interne, affirmant qu'Émilie avait créé un climat tendu. Blessée, elle l'affronta. Pourquoi? Il avoua, j'ai une famille à nourrir. Lefebvre m'a promis une promotion. Ce fut le premier prix payé, la perte de confiance en les autres. Émilie se replia sur elle-même. Et Claire sentit la distance grandir. On est ensemble là-dedans, murmura Claire une nuit. Mais Émilie répondit, et si ça nous détruit? Les mois passèrent. Et le procès approchait. Émilie perdit du poids. Dormait mal. Hantée par les doutes. Était-ce la bonne décision? La société française, malgré ses lois progressistes, cachait encore des poches de conservatisme. Claire, épuisée par les préparations, commit une erreur, elle annula un rendez-vous romantique pour travailler. Émilie explosa, c'est toujours le travail. Notre amour passe après? Claire riposta, c'est pour nous que je fais ça. Leur première grande dispute marqua un tournant, les conflits intérieurs s'extériorisaient. Enfin, le jour du procès arriva. Dans la salle d'audience froide du tribunal de Paris, Émilie témoigna. La voix tremblante mais ferme. Lefebvre défendit l'entreprise, ce n'était pas de la discrimination. Juste une politique interne. Mais les preuves accumulées par Claire firent pencher la balance. Pourtant, avant le verdict, une offre de règlement, une compensation financière si Émilie démissionnait discrètement. Claire conseilla d'accepter, c'est une victoire? On peut recommencer ailleurs. Émilie hésita, sentant le poids de la défaite morale. Elle refusa, choisissant la justice pleine. Le tribunal condamna l'entreprise à des dommages et intérêts et ordonna des changements internes.
Victoire? Pas vraiment. Émilie fut licenciée pour raisons économiques peu après. Un prétexte évident. Claire et elle célébrèrent sobrement. Mais le dommage était fait. Émilie sombra dans la dépression. Cherchant du travail en vain, son nom était taché par la publicité. J'ai tout perdu pour nous, murmura-t-elle à Claire. Celle-ci, culpabilisée, redoubla d'efforts. Mais leur relation craquelait. Les amis s'éloignaient, craignant les retombées. La famille d'Émilie coupa les ponts. Le prix de l'authenticité était élevé. Et Émilie se demandait si l'amour survivrait à tant de sacrifices. Les années suivantes furent un lent naufrage. Émilie, autrefois cadre dynamique, enchaîna les emplois précaires, serveuse dans un café du Marais, puis assistante administrative dans une petite agence. Chaque refus d'embauche ravivait la blessure, les recruteurs, informés par une simple recherche Google, fronçaient les sourcils. Votre passé est controversé, disait-il poliment. Claire, dont la carrière fleurissait grâce à la visibilité du procès, tentait de la soutenir financièrement. Mais cela creusait un fossé. Je ne veux pas être un fardeau, protestait Émilie. Claire répondait, on est partenaires. Mais intérieurement, Émilie bouillonnait de ressentiment, pourquoi Claire prospérait elle pendant qu'elle sombrait? En 2020, la pandémie aggrava tout. Confinés dans leur appartement haussmannien, les tensions explosèrent. Émilie, au chômage, passait ses jours à ruminer. Si j'avais accepté le règlement, on serait stable. Claire, travaillant à distance sur des cas de discrimination, répliquait, et trahir qui tu es? Non. On a bien fait. Mais une nuit, après une dispute sur les finances, Claire avoua, parfois. Je me demande si ça valait le coup. Ces mots poignardèrent Émilie. Était-ce le début de la fin? La pression sociale s'intensifia. Des amis communs, influencés par des ragots, prenaient parti. Une soirée virtuelle tourna au vinaigre quand un ancien collègue, Paul, maintenant promu chez Moreau, commenta, Émilie. Tu as exagéré. L'entreprise n'est pas homophobe. C'était juste une fête. Furieuse, elle coupa la connexion. Claire la consola. Mais Émilie sentait une distance grandir. Elles évitaient les sujets sensibles, se concentrant sur le quotidien. Mais l'amour s'effritait sous le poids des regrets. Puis vint la trahison ultime. En 2021, Claire reçut une offre d'emploi chez un cabinet rival de Moreau, avec un salaire doublé. Pour l'obtenir, elle dut rencontrer Lefebvre, maintenant à la retraite mais encore influe. Émilie l'apprit par hasard, en voyant un email. Tu as vu cet homme? Après tout ce qu'il nous a fait? Claire défendit, c'était professionnel. Pour nous. Pour un meilleur avenir. Émilie explosa, tu as vendu notre histoire pour une promotion. Claire nia. Mais le doute s'installa. Émilie se sentait trahie. Comme si Claire priorisait sa carrière sur leur combat commun. Les conflits intérieurs d'Émilie s'approfondirent. Elle consultait une thérapeute. Explorant ses doutes, était-elle trop idéaliste? La société changeait-elle vraiment? Des associations LGBT la contactaient pour des témoignages. Mais elle refusait. Épuisée. Claire, de son côté, luttait contre la culpabilité.
J'ai poussé Émilie à se battre. Et maintenant elle souffre. Une amie lui conseilla, peut-être que vous avez besoin d'espace. Mais Claire résistait, craignant la perte. En 2022, une opportunité surgit, Émilie fut embauchée comme coordinatrice dans une ING pour les droits LGBT. C'était modeste, mais aligné avec ses valeurs. Pour la première fois depuis des années, elle se sentait utile. Claire et elle renouèrent, planifiant des vacances en Provence. On a survécu, disait-elle. Mais le destin frappa à nouveau. L'ONG fit faillite suite à des coupes budgétaires, et Émilie se retrouva sans rien. Désespérée, elle accepta un job de femme de ménage chez une entreprise de nettoyage, ironiquement sous-traitante pour Moreau et associés. Claire fut horrifiée, « Tu ne peux pas retourner là-bas. » Émilie riposta, « On a besoin d'argent. » Et peut-être que c'est une chance de voir comment ils ont changé. Mais intérieurement, elle bouillonnait de vengeance. Nettoyer les bureaux de ceux qui l'avaient brisé? C'était humiliant, mais aussi une opportunité. Elle commença en soirée, passant l'aspirateur dans les couloirs vides, observant les photos des employés, Antoine maintenant directeur, Paul vice-président. Lefebvre avait été remplacé par une femme, Madame Duval, censée moderniser l'entreprise. Les nuits solitaires amplifiaient ses tourments. Pourquoi ai-je tout sacrifié, se demandait-elle en essuyant les bureaux. Claire, sentant son éloignement, proposa une thérapie de couple. Elles y allèrent, déballant les blessures, la trahison perçue, les regrets. La thérapeute posa, « Que êtes-vous prête à perdre pour sauver votre relation ?» Émilie répondit, « Rien de plus. » Mais Claire hésita, révélant une offre de mutation à Bruxelles. « C'est une promotion ? Mais je refuserai si tu veux. » Émilie sentit le sol se dérober, encore une décision. Encore un prix. Pendant ce temps, chez Moreau, Émilie découvrit des irrégularités. En vidant les poubelles, elle trouva des documents shreddés maladroitement, des emails sur des discriminations cachées, des plaintes étouffées. Son instinct de justicière se réveilla. Devait-elle alerter? Risquer à nouveau tout? Elle confia à Claire, qui avertit, c'est dangereux. Laisse tomber. Mais Émilie ne pouvait pas. Elle commença à collecter des preuves discrètement, photographiant des fichiers. La tension culmina lors d'une dispute majeure. Tu recommences. Tu vas tout détruire, cria Claire. Émilie répondit, et toi? Tu fuis pour ta carrière. Claire partit en claquant la porte, passant la nuit chez une amie. Seule, Émilie pleura, réalisant le prix ultime, leur amour menacé par ses principes. Le lendemain, Claire revint, je t'aime, mais je ne peux plus vivre comme ça. Elles décidèrent d'une pause, un déchirement mutuel. Émilie plongea dans son enquête solitaire. Elle contacta une journaliste, anonymement, fournissant des preuves. L'article parut, scandale caché chez Moreau et associés. L'entreprise trembla. Des enquêtes officielles lancées. Émilie, cachée dans l'ombre, observait le chaos. Mais le coût personnel était immense, isolation, paranoïa. Claire, informée par les nouvelles, appela, c'était toi? Émilie admit. Pourquoi? Pour justice. Claire soupira, et nous?
Les mois suivants furent un maelstrom de révélations. L'enquête sur Moreau et associés s'intensifia, avec des témoignages d'anciens employés surgissants. Émilie, toujours femme de ménage, écoutait les ragots dans les couloirs, Antoine paniqué. Paul niant tout. Madame Duval, la nouvelle directrice, organisa une réunion d'urgence. Nous devons nettoyer notre image. Ironique, pensa Émilie en passant la serpillière. Claire et elle se revoyaient sporadiquement, tentant de recoller les pièces. J'ai refusé Bruxelles pour toi, dit Claire lors d'un dîner tendu. Émilie, touchée, répondit, merci. Mais je ne peux pas arrêter maintenant. Leur relation oscillait entre passion et frustration, chaque décision pesant comme un fardeau. La famille d'Émilie, apprenant les nouvelles, contacta sa mère, adoucie par le temps, murmura, peut-être que tu avais raison. Mais c'était trop tard pour guérir les vieilles blessures. Une confrontation inattendue survint. Un soir, en nettoyant le bureau d'Antoine, il rentra tard. Reconnaissant Émilie, il blêmit, toi. Ici. Elle le défia, oui. Grâce à vous. Il avoua sa culpabilité, j'ai regretté. Lefebvre m'a forcé. Émilie, sceptique, répondit, les regrets ne réparent rien. Il offrit de témoigner pour elle. Mais elle refusa, trop tard. Ce moment la força à affronter ses propres choix. La vengeance valait-elle l'amertume? Claire, impliquée comme avocate pour des plaignants, croisa Émilie par hasard lors d'une audition. Leurs regards se croisèrent, chargés d'émotion. Après, elles parlèrent, on peut surmonter ça, dit Claire. Émilie hocha la tête, mais doutait. La société applaudissait les changements chez Moreau Formation sur la diversité. Excuse publique mais pour Émilie, c'était superficiel. Elle avait payé le prix fort. Puis, un twist, Émilie découvrit que Claire avait rencontré Duval en secret, discutant d'une possible réintégration. Tu as négocié dans mon dos, accusa Émilie. Claire défendit, pour ton bien. Ils veulent réparer. Blessée. Émilie vit cela comme une trahison, tu décides pour moi maintenant? Leur dispute escalada, menant à une séparation temporaire. Émilie déménagea chez une amie. Ruminant, l'amour survivrait-il aux ambitions? En 2024. L'affaire culmina au tribunal. Émilie, appelée comme témoin anonyme, révéla son identité, choquant la salle. J'étais la première victime. Et maintenant je nettoie leur saleté. Les médias explosèrent, la femme de ménage qui fait tomber l'empire. Antoine et Paul furent licenciés. Duval démissionna. Victoire? Émilie reçut une offre de compensation massive et un poste senior ailleurs. Mais le triomphe était amer. Claire, fière mais distante, dit, tu l'as fait. Émilie répondit, à quel prix? Elles tentèrent de se réconcilier. Mais les cicatrices persistaient. Émilie accepta un job à Lyon, près de sa famille, pour guérir. Claire resta à Paris, leur relation en limbo. Le retour à Lyon fut un choc culturel. Émilie, maintenant 34 ans, loua un petit appartement près de la Saône, travaillant comme consultante freelance. Sa mère, vieillie, l'accueillit avec prudence, tu as changé le monde, ma fille.
Mais les dîners familiaux ravivaient les vieux jugements. Un oncle commenta, les lesbiennes? C'est à la mode maintenant. Émilie défendit, c'est ma vie. Intérieurement, elle luttait contre la solitude sans Claire. Claire appelait souvent, leur conversation oscillant entre nostalgie et regret. Reviens, suppliait-elle. Émilie répondait, j'ai besoin de temps. Claire, promue partenaire dans son cabinet, cachait sa propre lutte, la culpabilité de n'avoir pas assez soutenu. Une amie lui dit, peut-être que c'était inévitable. Claire refusa d'y croire. Un événement inattendu, Émilie rencontra une ancienne collègue, Sophie. Maintenant à Lyon. Sophie avoua, j'ai vu ce qu'ils t'ont fait. J'ai quitté après. Elles devinrent amies. Sophie offrant un soutien platonique. Mais Claire, apprenant cela, jalouse, accusa, tu passes à autre chose? Émilie nia, c'est de l'amitié. Pourtant, la distance géographique amplifiait les malentendus. En 2025, Émilie fut invitée à une conférence sur les droits LGBT à Paris. Elle y alla, croisant Claire par surprise. Leur réunion fut électrique, embrassades, larmes. Je t'aime encore, murmura Claire. Émilie répondit, moi aussi. Mais on a tant perdu. Elles passèrent la nuit à parler, décidant de réessayer. Émilie rentra à Paris, reprenant leur appartement. Mais les vieux démons ressurgirent. Émilie, hantée par son passé chez Moreau, évitait les sujets sensibles. Claire, surmenée, commit une erreur, elle accepta un cas impliquant Moreau. Sans consulter. Émilie explosa, encore. Claire s'excusa, c'est mon travail. Leur thérapie reprit. Révélant des vérités dures, Émilie avait sacrifié sa carrière pour des principes. Claire avait priorisé la sienne pour la stabilité. Une crise finale, Émilie reçut une offre pour diriger une division chez un concurrent de Moreau. Cela impliquait de déménager à Marseille. C'est une chance, dit-elle à Claire. Celle-ci paniqua, et nous? Émilie posa l'ultimatum, viens avec moi. Ou c'est fini. Claire, attachée à Paris, hésita. Je ne peux pas tout abandonner. Le cœur brisé, Émilie partit seule, payant le prix ultime, la perte de l'amour. À Marseille, Émilie s'épanouit professionnellement, menant des projets innovants dans une entreprise inclusive. À 35 ans, elle était respectée, mais seule. Les nuits, elle repensait à Claire, au choix fait. Sa mère visita, tu as été courageuse. Mais l'amour compte aussi. Émilie admit, j'ai peut-être trop sacrifié. Claire, à Paris, regrettait. Elle quitta son cabinet pour fonder une association LGBT, honorant leur histoire. Elles se revirent lors d'un événement, regard chargé, mais distant. Était-ce la bonne décision, demanda Claire. Émilie sourit tristement, on a changé des vies. Mais perdu la nôtre. Des années plus tard, en 2026, Émilie apprit que Moreau et associés organisaient une fête commémorative. Invitée comme héroïne, elle accepta, mais en tant que femme de ménage un rôle symbolique pour rappeler son passé. Arrivant incognito, elle observa, ancien collègue choqué en la reconnaissant. Antoine s'approcha, pardon. Elle répondit, le pardon se gagne. Puis, Claire apparut,
Invité aussi. Leur réunion fut émouvante, je n'ai jamais arrêté de t'aimer. Émilie répondit, moi non plus. Elles se réconcilièrent, décidant de reconstruire. Ayant payé cher mais grandi. Était-il juste de prioriser les principes sur l'amour personnel ?